Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le 44e du podcast Média Sorare. Alors, lors de l'émission précédente, j'ai pu accueillir Alexis, alias Torque, figure incontournable et créateur de multiples contenus sur Sorare, qui est venu nous partager sa riche expérience et sa vision du jeu très pertinent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo, alias Asgard, spécialiste de la Bundesliga allemande. Salut Hugo. Salut Mehdi. Alors comment va ? Ça va très bien et toi ? Merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, je suis content de t'avoir. Enfin, un spécialiste de la Bundesliga. Je précise allemande, parce que lors des 2 dernières saisons, j'ai eu 2 invités différents, Sorare Austria, Astro, etc., qui sont tous les 2 spécialistes en Bundesliga autrichienne. Et là, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un sondage fin de la saison précédente où j'avais demandé un peu à la commu sur Twitter, sur X, quels étaient les managers qui voudraient bien écouter. Et ton nom est revenu plusieurs fois. Et je ne te connaissais pas. Et effectivement, j'ai été voir ton compte, j'ai été voir un peu ce que tu faisais. Et je me dis, ça ferait du bien d'avoir enfin un spécialiste et un fan de la Bundesliga, parce que je ressens vraiment de la passion. Donc très content de t'avoir aujourd'hui, Hugo, dans cet épisode. Très content aussi. Merci encore une fois pour l'invitation. Et oui, plus fan que spécialiste. J'aime pas trop ce mot de spécialiste, mais vraiment c'est quelque chose que je regarde depuis c'est un championnat plutôt que je regarde depuis quelques années et qui me passionne vraiment. Donc merci à toi pour cette interview. Écoute, on va parler de tout ça. L'habitude du podcast, c'est que le présentateur, enfin plutôt l'invité se présente. Et oui, comme tu l'as déjà entendu, moi j'appelle les managers par leur prénom parce que j'aime bien m'intéresser à la personne qui est derrière le manager. Donc Hugo, voilà, libre à toi de dire ce que tu veux sur toi. Écoute, oui, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je suis né à Chambéry en Savoie et j'ai surtout vécu là-bas. Aujourd'hui, je vis dans la Drôme et à l'heure actuelle, j'essaie entre guillemets d'être créateur de contenu autour surtout du football et un petit peu de Sorare parce que ma vraie passion c'est surtout le football. J'ai fait une licence d'histoire durant 3 ans que j'ai arrêté avant la fin pour me lancer justement dans cette création de contenu et voilà, en ce moment ça se développe pas mal donc c'est plutôt cool. Donc un très jeune très jeune homme de 22 ans. On a quelques années d'écart. Donc la Drôme, c'est en dessous de la région lyonnaise, c'est ça ? C'est ça. Je suis à 1h30 de Lyon, 1h30 de Marseille. Je suis entre les deux. Ok. Nyon, ça fait pas partie de la Drôme ? Ouais, si. Alors c'est le Vaucluse, j'ai un doute, mais c'est pas loin de là où j'habite, ouais, Nyons. Ok. Là, j'ai fait une année quand j'étais pleine forme physique, le Mont Ventoux pendant les vacances en VTT. Oui. Je m'en rappelle encore. Ah ouais, tu m'étonnes, oui. Très très joli. Et je me rappelle, ouais, Drôme, effectivement que c'était cette région-là. Et je pense que c'est vraiment dedans. Donc c'est bien. C'est le beau temps, c'est la belle région. C'est très vert par chez toi, non ? Oui. Il fait encore très chaud aujourd'hui. Début octobre, on n'est pas loin de 30 degrés. Donc faut en profiter. C'est assez fou. Ouais, c'est ça. Donc 22 ans, t'as essayé licence d'histoire, donc t'as arrêté. J'ai été voir un peu sur ton compte Twitter parce que t'as un Linktree et j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Donc tu touches un peu à tout. Je voyais que tu es de Willou, qui est je dis aussi un créateur de contenu foot très connu. D'ailleurs, je me demande, il y a un de mes collègues, je pense, qui avait essayé de le contacter pour voir si il serait intéressé et partant pour être invité sur le podcast, mais de mémoire, je pense qu'il avait jamais répondu. Donc parce que je pense qu'il joue à Sorare, non ? Il jouait à Sorare, il a très vite arrêté, je crois. Il avait fait quelques vidéos sur son YouTube, mais je crois que c'était assez mal passé. Donc il avait pas continué, je crois que son compte est actuellement inactif. Ok. Ouais, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a jamais donné suite. Donc tu aides, je lis ce qu'il y a sur ton Linktree, Après tu es libre à toi de développer. Donc tu aides Willou à réaliser certaines de ses vidéos. T'as ton compte évidemment X Twitter très actif et tu mets bientôt des threads tactiques et analyses sur la Bundesliga ou sur le foot. À toi de corriger ce que je dis. Tu as Twitch, donc tu fais des streams football, géopolitique, football manager Sorare et le 4e point, t'es chroniqueur box to box. Donc là, j'ai été
sur la page X aussi du site Mediafoot sur tous les terrains. Bah, explique-nous un peu tout ce que tu fais durant ta journée. Eh bah écoute, alors on va commencer par Willou. C'est un pur coup de hasard parce qu'il avait un concept de vidéo sur, il faisait des drafts de championnat. Et quand c'est arrivé à la Bundesliga, je me suis dit je vais lui envoyer un petit message, on sait jamais, tu vois, pour lui proposer mon aide. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Donc comme j'aime bien le dire, je lui ai pondu un doc de 17 pages. Je me suis dit que c'était vraiment ouais, je me suis chauffé et je me suis dit c'est Willou qui me répond, c'est le plus gros youtubeur football. Donc il faut faire quelque chose. Je crois qu'il a bien kiffé ce que j'ai fait et il m'a proposé un travail. Donc voilà, c'est pas un travail fixe, il me paye à la tâche. En ce moment, j'ai pas grand-chose à faire, mais c'est toujours ça me fait une première rémunération et c'est très très cool, ça me fait une nouvelle expérience donc je prends. En parallèle, d'ailleurs, j'ai pas précisé mais je suis actuellement une formation d'analyse vidéo dans le football que j'ai commencé il y a quasiment un an maintenant, que je vais bientôt finir. C'est pas pour postuler chez Opta. non, j'ai pas pour objectif de postuler chez Opta, mais c'était plutôt pour améliorer ma vision du foot et vu que je voulais en faire mon métier, je voulais absolument, tu vois, apprendre des principes tactiques, comment bien analyser un match qu'on regarde à la télé et voilà, c'est plus pour ma connaissance personnelle et pour mon travail d'aujourd'hui et ça m'a appris beaucoup de choses et donc c'est très cool. Et donc c'est pour ça que je veux aussi développer des threads tactiques et même faire des vidéos autour de tout ça, analyser des matchs, analyser des joueurs pour en faire des comptes rendus. Je vais peut-être, je dis bien peut-être, travailler pour un agent grâce à Torque parce que comme tu l'avais reçu je sais plus quand la semaine dernière, du moins c'est le dernier épisode, il travaille pour Data Scouts et eux donc comme il t'avait dit, ils travaillaient pour des agents et donc il m'a renvoyé vers un agent. Donc là j'attends de voir, je lui ai envoyé mon travail pour savoir si ça l'intéresse, donc peut-être que je vais travailler pour un agent, on verra. Je l'espère, ça pourrait être très très cool également. Et ça serait dans quel cadre? Bah je pense pour ses joueurs, pour faire des comptes rendus de ses joueurs, les envoyer au club, à mon avis ça va être pour ça. Il m'a pas reprécisé pour l'instant, il m'a demandé que mon travail, on n'a pas encore eu d'appel téléphonique pour savoir ce qu'il voulait de moi, mais voilà, j'attends son retour et peut-être que une nouvelle opportunité va se débloquer, ce serait très cool. Donc voilà, concernant la tactique, j'ai fait un petit peu de TikTok aussi, mais là j'aimerais bien changer un petit peu les formats que je faisais beaucoup surtout des anecdotes, des quiz, mais ça me plaisait pas trop. Et après oui, sinon je bosse pour Box to Box également, qui est un jeune média en ligne autour du football qui traite les 7 grands championnats. Je vous invite à aller voir, excuse-moi de faire ma petite pub. Non, mais c'est un ami qui a lancé ça, un ami qui travaille dans le journalisme et on est plusieurs à bosser là-dessus. On fait des lives tous les lundis soirs sur Twitch pour faire le résumé du week-end et on fera bientôt aussi des lives de Ligue des Champions d'ailleurs demain et après-demain à l'heure où on s'enregistre. Donc voilà. Les 7 gros championnats, c'est lesquels? Alors donc les 5 gros plus les 5 gros plus l'Eredivisie et la Ligue portugaise. Je pensais que t'allais mettre la Jupiler League. J'étais sûr. On a eu plusieurs fois des personnes qui nous ont demandé de mettre la Jupiler, mais déjà suivre 7 championnats c'est compliqué de manière assez active, mais la Jupiler est un championnat très intéressant que j'aime bien observer, et comme d'autres championnats, la Ligue danoise, la Ligue norvégienne, j'aime beaucoup ces ligues scandinaves aussi. Et donc super. Voilà, et donc tu passes tous les lundis en direct alors, ou bien c'est de temps en temps en fonction? Non, systématiquement. Il y a une tournante en fait parce qu'on est toujours 3 dans l'émission et vu qu'on est 6 chroniqueurs, généralement il y a une tournante, mais je viens relativement souvent quand même dans l'émission, principalement pour parler de football allemand parce que c'est là où je suis le plus calé, exactement. Très intéressant. Donc t'as vraiment diversifié, on sent vraiment une envie de te lancer vraiment en tant que job je dis temps complet, en full foot. Exactement. Un peu un rêve de journaliste sportif, et puis ouais voilà, c'est ça, on le sent vraiment, et c'est analyse technique, c'est un peu comme dans les émissions spécialisées avec la palette, etc. Tu voudrais pouvoir justement expliquer de la même manière? Bah ouais, c'est ça, il y a quelques palettes techniques sur certaines chaînes, je crois que Canal le fait par exemple en France, mais c'est ça, c'est faire de l'analyse. En fait, j'aimerais bien apprendre des choses aux gens et pas faire du contenu spécialement tourné autour de l'actu, mais vraiment être plus dans l'analyse profonde, expliquer comment tel joueur joue, quel est son profil, pourquoi il va bien avec cette équipe, pourquoi tel entraîneur ça marche et pourquoi tel entraîneur ça marche pas avec cette équipe. Il y a plein de sujets divers. J'aimerais bien faire aussi de la tactique historique, revenir sur les anciens entraîneurs qui ont vraiment apporté quelque chose au football moderne, pour montrer un peu cette évolution du football, comment on en est arrivé au football moderne, le jeu moderne, comment ça s'est développé. Okay. Donc j'ai envie de faire un petit peu de tout, j'ai beaucoup d'idées. Pour l'instant, il faut que je finisse ma formation, c'est la priorité parce que je suis un peu en retard, mais là ça se passe bien en ce moment. Mais voilà, j'ai beaucoup d'idées, j'espère que je réussirai à les faire et voilà. Super. Je pense que t'es bien parti parce que la passion, clairement, on la sent, et je vois dans ta bio sur X, plus grand fan de Jean-Charles
Jean-Charles Sabatier. Et là, franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah waouh. Moi, honnêtement, c'est mon journaliste préféré sur les chaînes françaises. Enfin, vraiment. Je le suis depuis de très nombreuses années et je trouve que suivre un match quand c'est lui qui commente, tu vis le match. Et en Bundesliga, vraiment, je trouve qu'il fait pareil. Ouais, j'adore aussi Omar Da Fonseca pour la Liga et tout parce que c'est un peu décalé et puis tu sens la passion, il est dans le match, c'est génial. Et j'adore aussi Sabatier parce que il fait partie, je pense, enfin, en tout cas, c'est mon avis, de très peu de journalistes qui arrivent à transmettre cette envie et la passion du match. Et même quand t'as un match qui est un peu chiant, son timbre de voix et son enthousiasme fait que finalement, ça paraît moins morose que ça n'en l'air, que ça en a l'air. Mais bon, on va revenir sur ton sujet de prédilection tout à l'heure, qui est la Bundesliga. On s'emmerde quand même rarement devant un match de Bundesliga, ce qui l'aide peut-être un peu aussi. Exactement. Ouais, Jean-Charles, c'est un peu lui aussi qui m'a transmis cette passion du football allemand, parce que c'est pas un football que je regardais énormément. Je suis assez jeune et le football, je suis vraiment que activement depuis quelques années. Et en fait, j'avais pris, je crois que c'était il y a 4 ans, un abonnement à beIN Sport. Donc il y avait évidemment la Bundesliga, la Liga, etc. Et un soir, je me suis retrouvé devant un vieux match de Bundesliga de fin fond de tableau. Et c'était Sabatier au commentary. Et il a été incroyable. Il a réussi à me faire vivre le match alors que le match était vraiment pas fou. Ouais, tu confirmes. C'est là que des fois, il y a des matchs qui sont pas fous en Bundesliga, comme dans toutes les ligues de toute façon. Et il a réussi un peu à me transmettre cette passion. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il est tellement passionné qu'il peut réussir à te faire vivre un match qui est pas si fou. Et ce que j'adore aussi avec ce journaliste, c'est d'ailleurs avec le duo qu'il forme avec Patrick Guillou, qui est donc le consultant, ancien footballeur, c'est qu'ils ont toujours une bonne analyse et surtout ils sont toujours au courant. Tu vois qu'ils travaillent leur sujet et ça c'est assez incroyable. C'est quelque chose que je remarque pas chez certains journalistes, par exemple Daniel Bravo que je kiffe pas trop, mais on sent que le sujet est travaillé. Et vu que moi là depuis 6 mois je suis actuellement activement le championnat parce que j'ai mon émission le jeudi soir sur Twitch, les infos qui sortent dans la presse allemande je les ai parce que je les recherche et quand je les entends en match je me dis ok, ils ont travaillé leur sujet, je sais qu'ils ont travaillé leur sujet parce que moi je le vois parce que je l'ai lu dans la presse et ils ont toutes les dernières infos et c'est assez incroyable. Au-delà en plus d'avoir une voix incroyable, c'est quelqu'un qui travaille énormément ses sujets et qui est droit, qui est carré et c'est pour ça que c'est mon commentateur préféré, mon journaliste préféré parce que c'est parfait quoi, c'est incroyable. Je valide à 100%. Vraiment. Et en plus tu confirmes juste ce que je te disais juste avant en disant qu'il arrive à rendre un match assez morose mais voilà, il arrive à le rendre plaisant parce que il transmet son enthousiasme et c'est vrai qu'il travaille sur les sujets. Alors il prononce bien en plus les noms des joueurs. Je crois qu'il doit bien quand même se débrouiller. Je l'ai jamais entendu parler allemand, mais je présume qu'il parle allemand maintenant après toutes ces années. Bon, non Si. Il est né à Paris, mais à ses 3 ans, il est parti vivre à Berlin avec ses parents. Et en fait, il a vécu toute sa vie en Allemagne, donc il sait parler allemand. C'est pour ça qu'il écorche pas les noms. Il a une grosse connaissance de la culture allemande, donc forcément, c'est pour ça qu'il est super pertinent aussi. Ouais, et j'aime bien le duo, c'est vrai, avec Patrick Guillou, qui entre parenthèses, a joué à la Saint-Etienne. Tu vois, moi je sais, j'ai vu sur ta bio OL Bundesliga, donc je présume que c'est encore un nouveau supporter lyonnais. Je crois que c'est sur les 40, donc c'est le 44e épisode. Je dois en avoir au moins 10 de Lyon, c'est fou. C'est les jeunes qui ont connu la grande époque. Ouais. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus âgé, j'ai pas connu la grande époque de Saint-Etienne, mais j'avais assez d'oncles qui me l'ont transmis et malheureusement, je suis tombé dedans à mes risques et périls parce que la suite, elle est vraiment pas glorieuse. mais c'est vrai que l'épopée lyonnaise avec 8 championnats de suite, etc. Ça a créé aussi énormément d'émotions et un gros fanbase, une grosse fanbase. Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué, on va dire même beaucoup plus compliqué, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, on va éviter de parler d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc, ok, super. Et alors, tu me disais que tu animais aussi une émission Twitch, donc toi-même sur ta chaîne par rapport à la Bundesliga. Est-ce que c'est orienté Sorare ou bien non, c'est vraiment parler de la Bundesliga dans son ensemble sans spécifiquement englober Sorare? C'est un peu les deux, parce qu'en fait, étant donné que je fais les compos probables, forcément ça aide les managers Sorare, mais en même temps je parle de football, donc même si vous jouez pas à Sorare, que vous aimez la Bundesliga, ça peut s'écouter quoi. Il y a des débats avec les viewers sur des joueurs, sur des matchs. Je parle un petit peu de ce que j'ai vu, les joueurs qui se font remarquer. Donc c'est un peu les deux. J'ai tendance à streamer dans la catégorie Sorare parce que mon public est quasi exclusivement vient de Sorare. Donc parce que j'ai commencé à streamer à la base sur du football et ensuite je me suis beaucoup développé sur Sorare parce que on en parlera un peu plus tard, mais je me suis dit je passe énormément de temps sur Sorare, donc autant le faire en stream. Et donc j'ai développé surtout
communauté qui vient de Sorare. Et mais mon objectif, ça reste quand même de parler plus de football que de parler de cartes, que de parler de marché. Moi, les marchés financiers, j'y connais absolument rien. Je suis rentré sur Sorare parce que j'aime le football et parce que voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Mais mon objectif, c'est surtout parler football. Et tout à l'heure, tu l'as dit, j'ai mis que je voulais parler de géopolitique aussi. C'est autre chose que j'aime beaucoup, c'est la géopolitique et la politique. C'est quelque chose que j'ai développé ces dernières années et j'aime beaucoup suivre l'actualité un peu mondiale, tout ce qui se passe. Et donc j'aimerais plus tard faire des streams quand j'aurai un peu plus le temps autour de ça. Et évidemment mon Football Manager que j'essaierai de reprendre avec le 24 qui est une série que j'adore, une série de jeux vidéo que j'adore. Et c'est à peu près tout. Donc oui, sinon mes jeudis, mes émissions de jeudi, c'est autour de la Bundesliga et en général. Ouais, en général, donc ça touche Sorare ou non. T'es pas obligé de jouer à Sorare pour écouter l'émission. Ok, et géopolitique, politique, c'est vraiment dans son ensemble ou bien c'est en rapport avec le football? Parce qu'il y a un compte que j'aime bien quand j'ai un peu de temps suivre, c'est Géopolitics FC, un truc comme ça sur X, et je trouve, j'aime bien lire les analyses, etc. parce que justement ça englobe le football dans un contexte géopolitique et je trouve ça très intéressant. Toi, non, c'est vraiment géopolitique à part sans que ça touche au football nécessairement. Le sport de manière générale est vraiment lié à la géopolitique, mais sinon ouais, c'est pas forcément que du sport. Moi, je peux m'intéresser à peu près tout. Ça peut être les conflits, ça peut être des problèmes commerciaux, économiques, etc. C'est globalement la géopolitique dans son ensemble me plaît. C'est pas spécifiquement lié au football, même si évidemment le football rentre dedans. Prime, ouais, ok, super. Écoute, super pour ta présentation. Asgard, ça vient d'où? C'est une époque quand j'étais plus jeune où j'avais un pseudo un peu nul parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'avais besoin de trouver un nouveau pseudo. Je suis allé sur un générateur de pseudo automatique, j'ai pris le premier qui venait et voilà, c'est resté. Ok, c'est très simple en fait. Ouais, exactement. Alors, tes passions dans la vie, bon, on a compris le football. En dehors du foot, et de la géopolitique, est-ce qu'il y a de la place pour autre chose? Ouais, bien sûr, les voyages. Alors, c'est un peu cliché, mais j'adore voyager et j'aimerais, en fait, dès que j'aurai mon indépendance un peu économique, parce qu'actuellement, je vis toujours chez la maman, qui m'aide beaucoup. Dès que j'aurai mon indépendance économique, je commencerai à gagner ma vie, je vais tout de suite bouger. J'ai très envie d'aller habiter aux Pays-Bas ou en Allemagne, parce que c'est des pays qui m'attirent. La Norvège, j'y réfléchis aussi. J'ai un peu envie de bouger et c'est peut-être un peu contradictoire avec cette volonté potentiellement plus tard de travailler pour un club, parce que ça risque de me prendre énormément de temps, mais vraiment faire un tour du monde, bosser en voyageant, étant donné que je bosse en ligne, c'est totalement possible, et passer 3 mois dans un pays, changer de pays après 3 mois, c'est quelque chose qui me chauffe complètement. J'ai eu énormément envie de voyager, c'est peut-être ma plus grosse passion avec le football, et pour l'instant je suis un peu bloqué, donc c'est un peu compliqué. J'ai très envie de sortir, mais le football me prend énormément de temps. Ouais, mais bon, t'as toute la vie devant toi, donc t'auras le temps, t'inquiète. J'espère. Ouais, vraiment, c'est ce que je te souhaite. Et on va en revenir à Sorare quand même, parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Tu t'es inscrit donc en septembre, 9 septembre 2021. Donc ton nom de manager c'est Asgard73. Comment est-ce que t'as connu le jeu? Alors, je me souviens plus exactement, mais de souvenirs, c'était une publication dans mon fil Twitter. C'était un moment où je cherchais un petit peu à investir parce que j'avais pas mal d'argent de côté. Et du coup, en fait, vu que j'y connaissais rien en investissement et que ça m'intéressait pas trop, je suis tombé sur ça. J'ai vu que ça parlait de football. Je me suis dit, le football, je connais bien, j'aime bien. Donc pourquoi pas y jeter un œil. Et donc j'ai créé mon compte en début septembre 2021, au tout début des Limited, si je me trompe pas. Ouais. Et ensuite j'ai surveillé un petit peu. Je voulais attendre de voir quand même si c'était pas un scam, honnêtement, parce que c'est les projets un peu crypto, on se pose des questions. Et donc j'ai attendu un petit peu. J'ai vu que ça prenait bien. J'ai joué un petit peu en common à l'époque et ça me plaisait bien. Et donc en janvier 2022, j'ai décidé de faire mon premier investissement. Je posais une petite somme d'argent. Je voulais faire un petit peu d'achat-revente vu que j'étais là à la base pour de l'investissement. Et ensuite, j'ai vu que l'achat-revente, ça me bottait pas trop et ça me prenait un peu trop de temps. Donc je me suis dit, le SO5 c'est pas mal, on peut avoir des rewards sympathiques. Donc là, j'ai déposé une plus grosse somme d'argent début février 2022 et j'ai commencé à faire du SO5. Donc voilà. Et ensuite, à partir de mai-juin 2022, j'ai remis une dernière fois de l'argent et je n'en poserai plus. Du moins, je n'avais pas envie d'en poser. Je n'ai pas la nécessité d'en poser plus actuellement. Ouais, et pas l'envie. T'as mis combien au total, tu sais plus ou moins? J'ai dû mettre entre 20 000 et 30 000. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est énorme. Est-ce que je peux dire la valeur de ta galerie là, ou tu préfères quand
on est vite. Ouais, non, y a pas de souci. Hein. De toute façon, comme toute personne arrivée en 2022, ça a été compliqué. Hein. Ah non, ouais, là, mais là, je pense honnêtement que c'est un des premiers exemples que j'ai sur le podcast, parce que c'est vrai que beaucoup d'invités sont des managers historiques. Pas tous, hein. Il y a eu quelques exceptions évidemment. Puis il y en a d'autres qui ont commencé plus tard, mais qui sont dirigés directement vers la NBA. Donc toi, ouais, septembre 2021, les Limited étaient sortis fin août ou enfin bref, c'était tout récent. Et là, je vais vite présenter ta galerie. T'as 151 cartes Limited, 4 cartes rares. Tu as gagné 234 récompenses. Et bon, et dans ta galerie, t'as tous les GOAT. Hein. Quand je regarde, t'as Mbappé, t'as Bellingham, Kimmich, Vinicius, Bruno Fernandes, Maignan, Vermaelen, Costa, Donnarumma, Wirtz, Musiala. Je continue. Hein. Santos, Ter Stegen, Messi, Trent Alexander-Arnold, Tadic. Voilà, t'as vraiment les GOAT des GOAT. Neymar, même s'il est parti, Courtois, etc. Donc, mais voilà, t'as comme tu l'as dit, c'était la super hype. Tout est super bien monté et c'est intéressant. Je vais commencer par ça, de te poser cette question-là, parce que je sens toujours qu'il y a cette passion-là. Ok, t'as pas envie de remettre, mais je sens vraiment que tu aimes le SO5 aligné, te frotter à des autres managers, et honnêtement, quand t'as les cartes que tu as, c'est d'autant plus gai de vouloir rivaliser, parce que tu as tout ce qu'il faut pour rivaliser. Mais ta galerie aujourd'hui vaut 3 Ethers selon SD, donc un peu moins de 5000 €, donc ça fait quand même une sacrée dépréciation. Comment est-ce que tu réagis justement par rapport à cette forte dévaluation? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait passer des mauvaises nuits, ou bien tu le prends avec philosophie? Parce que comme tu dis, à ton âge, bon, t'étais jeune, tu cherchais à investir, donc de ce côté-là, on peut dire que le côté investissement, il est pas top, sauf si tu as sorti, que t'as récupéré une partie de ton investissement, ça, tu le diras maintenant. Comment, voilà, quel est ton ressenti là, et par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2 ans? En fait, bizarrement, ça va bien. Je suis toujours bien dans l'équation avec le jeu. Après, ouais, financièrement, c'est un échec. Et de toute façon, je savais que, j'avais aucune connaissance des marchés financiers quand je suis rentré. On était en pleine période de hype, maintenant un peu plus, parce que, du coup, on apprend sur le tas avec Sorare. Mais, je suis rentré sûrement au moment le plus haut de la hype. C'était début mars 2022, où les prix étaient le plus haut. Ouais. J'avais plutôt bien géré, parce que je m'étais dit, lors de mon deuxième investissement qui était le plus gros, fin mai, fin des championnats, je me suis dit, c'est le moment où les joueurs vont être le moins chers, c'est le moment où il faut acheter. Donc j'ai acheté beaucoup à ce moment-là. Et en juillet 2022, les prix ont explosé. Et vraiment, si j'avais tout vendu à ce moment-là, j'aurais été, je pense, largement en bénéfice, parce que je me souviens avoir eu au maximum une galerie à 22 ETH, ce qui faisait pas loin de 40 000 €, je crois, à cette époque-là. À cette époque-là, ouais, c'était x2. Hein. Ouais, certainement x2. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Et vraiment, j'avais vraiment réussi à acheter au moment, sauf que, en fait, j'étais tellement plus pris dans le jeu. En fait, au fur et à mesure du temps, j'ai beaucoup plus été pris dans le jeu que dans l'aspect économique. Et donc, forcément, voilà, aujourd'hui, ça pêche. Après, il faut noter aussi que sur les 5 étages de galerie, aujourd'hui, j'en ai 1,5 dans mon portefeuille. J'ai un Ether et demi dans mon portefeuille actuellement en attente, parce que j'attends un petit peu. Je vais faire un basculement rare. On en parlera un petit peu plus tard en stratégie, dans la stratégie. Ouais. Mais globalement, je le vis assez bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une autre hype que l'aspect économique. C'est énormément d'argent que j'ai mis, j'en ai conscience, mais c'était pas non plus tout l'argent que j'avais de côté. Donc en soi, j'ai eu la bonne idée de ne pas mettre tout l'argent que j'avais de côté là-dedans, et d'en mettre une partie. Oui, c'est déjà ça. Donc voilà, aujourd'hui économiquement ça va très bien. Il y a pas de souci à se faire. Mais c'est vrai que économiquement parlant, c'est un gigantesque échec. Mais je pars du principe, c'est peut-être un peu utopique, mais je me dis peut-être qu'à l'avenir, si vraiment Sorare devient hype, un jour ça remontera, et dans ce cas-là, à ce moment-là, je pourrais peut-être retirer mon investissement et penser comme ça. J'ai plus maintenant une vision long terme de Sorare d'un point de vue économique que court-termiste, moyen-termiste. On verra bien. Je me dis peut-être qu'un jour, voilà, si ça arrive à résister, un peu comme l'a fait Pokémon, même si ça n'a absolument rien à voir, ça peut peut-être un jour exploser. Vu que j'ai des anciennes cartes, j'ai les toutes premières versions des Limited. Voilà, on sait jamais, on verra bien. J'y pense pas trop actuellement. Je me casse pas la tête avec ça. Mais voilà, ma passion c'est le football, et surtout ce qui me hype beaucoup en ce moment, c'est l'arrivée des lots IRL, que j'en ai déjà gagné quelques-uns, et qui vraiment me hype énormément, beaucoup plus que le fait de retirer de l'argent du jeu. Ouais, c'est un point de vue très intéressant, et pour les auditeurs et franchement, il y en a vraiment beaucoup, parce que je reçois aussi, je présume que toi aussi, à partir du moment où on commente un peu et qu'on a quelques followers, etc., il y a des gens qui nous sollicitent, et tiens, et qu'est-ce que tu penses de la valeur, etc., et c'est vrai que c'est compliqué, il faut vraiment serrer les dents, les fesses et tout ce qui va avec. Mais toi, je trouve que t'as un exemple
exemple aussi par rapport à plein d'autres gens, bah voilà, t'as perdu quand même un gros pourcentage de ton investissement initial, mais t'es là pour le long terme, donc les fluctuations, etc., bon, tu t'en fous un peu, et puis surtout t'es passionné du jeu, et je présume que Sorare te permet aussi, ou te pousse à regarder plus de matchs, ou pas forcément? Ouais, pendant un moment ça a été le cas. Aujourd'hui, maintenant, avec mes diverses émissions et ma participation à Box to Box, je suis un peu plus limité, mais ouais, il y a des moments où j'ai regardé des matchs de MLS, de J-League, alors que vraiment jamais j'aurais pensé faire ça, et ça m'a permis de découvrir des championnats qu'aujourd'hui j'aime beaucoup. Typiquement le Eredivisie, c'était pas un championnat que je suivais beaucoup. Le fait d'avoir des Timber, des Martinez, des Tadic qui jouaient à l'Ajax, Verman au PSV, et bah ça m'a poussé à regarder ce championnat-là, et j'ai découvert que c'est un championnat qui me plaisait beaucoup, que ce soit dans la manière de consommer le football, dans la manière de jouer, dans les idées, dans le développement des joueurs, etc. C'est un championnat qui me plaît beaucoup. Donc ouais, Sorare m'a permis, on va pas se mentir, de développer une communauté, parce que quand tu streams sur Sorare, quand tu passes de streamer sur du football où t'as 2-3 viewers parce que Twitch c'est compliqué, à streamer sur Sorare qui est plutôt niche, et bah tu passes directement à 20-30 viewers quand tu commences, et ça te donne vraiment un coup de pouce en plus. Et aujourd'hui, bah si je peux tourner à 50, 60, 70 viewers constants sur des streams qui sont pas forcément du Sorare, bah c'est grâce à Sorare aussi, grâce à la communauté Sorare. Donc aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir faire certaines choses est aussi dû entre guillemets un peu à Sorare, à toute la communauté qui est autour de Sorare. Ouais, et je pense que pour tes objectifs en plus futurs professionnels, bah c'est bien, c'est je vais pas dire que c'est un tremplin, mais bah, c'est un outil que tu ajoutes, une flèche que tu rajoutes à ton arc, quoi. Ouais, absolument. Mais tu prends par exemple l'exemple de Torque avec Data Scout. Il a commencé, c'était trois de ses amis qui ont commencé Data Scout par rapport à Sorare, et aujourd'hui il travaille dans le monde professionnel du football. Et aujourd'hui Torque m'a pistonné, aujourd'hui il y a plutôt une semaine, mais m'a pistonné avec un agent. Donc tu vois, j'ai fait des rencontres génial, grâce à Sorare qui, bah ouais, c'est incroyable. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas perdu de hype pour le jeu, parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables qui m'ont permis de développer des choses professionnellement, et voilà. C'est génial, c'est vraiment top, c'est un très bel exemple, je trouve. Et donc t'as commencé, et parce que tu as dit, donc t'avais mis, je crois que t'as investi à 3 moments différents, et la majeure partie c'était quoi, janvier, février? T'as essayé au début, comment est-ce que tu appréhendais Sorare? T'as observé pendant quelques mois avant de décider, ok, maintenant j'y vais plus sérieusement? Ouais, comme je te l'ai dit, c'est entre septembre et janvier, j'ai un petit peu observé ce qui se passait, et c'est aussi de comprendre un peu plus le jeu, comment ça se déroulait. J'ai regardé quelques streams, quelques vidéos YouTube. Ensuite, ouais, janvier 2022, c'était à peu près mi-janvier 2022, je crois que j'ai commencé par mettre 100 € pour essayer, comme je te l'ai dit, de faire de l'achat-revente. Ça a moyennement fonctionné parce que déjà sur FIFA, je jouais un petit peu à FIFA, j'étais pas un gigantesque fan de l'achat-revente, donc forcément ça a pas trop collé sur Sorare. Et en fait, je me suis dit, je vois des gens gagner des super cartes, et ça m'intéresse énormément. Et vu qu'à cette époque-là, j'étais plutôt dans l'aspect pensé économiquement, quand je voyais le prix de certaines cartes, je me suis dit, il faut que je fasse du SO5, ça peut être incroyable. Il y a l'aspect un petit peu aléatoire du scoring, combiné au fait que tu puisses gagner des rewards incroyables. Et donc je crois que j'ai mis à peu près 10 000 € au début février. Je me suis fait un pool surtout U23 parce que j'avais déjà une grosse stratégie U23. Je me suis dit, il faut parier sur des joueurs jeunes pour le long terme. Donc j'avais fait un pool U23, et après c'est au mois de mai où j'ai reposé. Je me suis dit, ok, la U23 c'est bien, mais j'aimerais bien me développer sur autre chose, sur la Champ Europe, sur la Challenger Europe, être plus compétitif dans les autres ligues limited, parce que entre janvier et le mois de mai, je jouais surtout la U23 et la Challenger Europe. Je jouais pas à la Championne, je jouais pas à la S, je jouais pas à l'époque, il y avait quoi, la spécialiste, l'Underdog, je sais pas si c'était à cette époque-là, mais je me suis dit, il me faut un pool plus gros pour pouvoir jouer plus de choses, et donc j'ai remis de l'argent et j'ai acheté d'autres GOAT. Ok, et aujourd'hui tu joues dans toutes les catégories? Ouais, à peu près toutes les catégories. Alors les semi-pro, ouais, en limited. Je joue dans toutes les catégories. J'aimerais encore un peu renforcer mon pool limited parce que ça devient tellement de plus en plus compétitif qu'il faut de plus en plus de profondeur. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu pour acheter. Et j'aimerais aujourd'hui me développer en rare par la 240 rare pour récupérer un petit peu des terres à réinvestir un peu plus tard ou à retirer, on verra bien. Et faire une U23 rare parce que le fait d'avoir des GOAT, en fait, t'as pas cette sensation de scouting. Tu sais, tu observes les match-ups, tu joues en fonction des match-ups, tu poses tes GOAT et tu pries pour que ça score bien. En général, ça score bien, mais il faut juste trouver
le bon alignement. Passer sur une U23 rare où les prix sont plus élevés, je me dis, il faut être un peu plus malin. Il faut trouver des joueurs qui coûtent moins cher, qui sont un peu sous-cotés et qui peuvent quand même bien scorer. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif sur le long terme d'aller jouer la U23 rare, de devenir compétitif sans spécialement avoir de GOAT comme je peux avoir en limited avec les Bellingham, les Musiala, les Wirtz, etc. Ouais, c'est plus expérimental, mais c'est vrai que quand ça fonctionne, t'as aussi plus de satisfaction. Ouais, exactement. Comme tu dis, quand t'es GOAT, ils ont l'habitude, les GOAT, ils sont GOAT pour une bonne raison, c'est que si on prend 10 matchs, il y aura probablement 7 matchs où ils vont taper du très lourd. Donc on est quelque part un peu habitué, tandis que avec des joueurs moins hype, moins hypés, il y a les match-up, il y a l'alignement de planète, et c'est vrai que c'est très très chouette. Moi j'aime beaucoup cette stratégie aujourd'hui, j'en avais déjà un peu parlé dans les podcasts précédents quand je suis revenu, donc après avoir vendu. Ma première expérience c'était il me faut tous les GOAT, et puis après maintenant j'en ai quelques-uns mais vraiment très peu. Par contre j'aime bien avoir surtout en U23. Donc je te suis, l'année passée j'avais pris quelques joueurs pas trop connus ou bien qui jouent en Ligue 2, etc. Et c'est vrai que faire des grosses perfs avec ces joueurs-là, t'es vraiment content. Vraiment content. C'est okay, un peu super. comme parfait en Caped ou en spécialiste à l'époque. C'est fou. Ok, super. Et alors, je vais rebondir quand même sur un point super important. C'est vrai que je l'ai entendu pas mal de fois autour de moi. Donc toi, ce qui te hype et ce qui hype aussi beaucoup de managers, c'est les lots IRL, donc les maillots dédicacés, signés, les expériences en avion avec l'équipe de l'AC Milan ou vivre un derby ou bien vivre une expérience près du mur de Dortmund. Tu penses, c'est ça qui te fait hyper, tu penses que c'est vraiment l'avenir de Sorare et que c'est là-dessus qu'il devrait miser un maximum pour embarquer un maximum de fans de foot? Pour moi, je le répète depuis plusieurs mois, il y avait déjà eu ce débat. Pour moi, si Sorare va attirer les fans de sport de manière générale, il faut faire gagner des rewards IRL. C'est obligé. Un fan de sport qui s'en fiche un petit peu des jeux fantasy, il s'en fiche de gagner une carte, il sera à la limite content parce que ça aura une valeur monétaire, mais il sera plus hypé, et en tout cas c'est mon cas, je parle pour moi, je suis plus hypé par le fait de gagner une place pour aller voir un match de Cologne que par gagner une carte, qui vaut 50 balles, 50 balles, 100 balles. C'est en tant que fan de football, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé de gagner des places. En octobre dernier, d'ailleurs je crois que ça fait pile poil un an, il y avait eu des compétitions Bundesliga et Liga, où on pouvait gagner le top 20, gagner des places pour les deux championnats, et j'avais fini dans le top 20 pour les deux. C'est deux compétitions que j'avais joué à fond, et donc je suis allé voir Cologne, Offenheim. Alors c'est sur le papier pas un énorme match, mais en termes d'ambiance c'était incroyable parce que Cologne a un public incroyable. Je suis allé voir Cologne, Offenheim, et j'avais un match pour aller voir le Real, mais malheureusement je n'ai pas pu y aller parce que j'étais occupé un week-end, j'avais une réunion familiale que je ne pouvais pas rater, donc j'ai pas pu aller voir le Real Madrid. Mais c'était une expérience incroyable à Cologne. C'était assez fou. T'as pas pu négocier la réunion familiale à Madrid? Malheureusement non. Et quoi, tu l'as dit à Sorare, et quoi, Sorare, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que non, je leur ai pas dit. J'ai essayé. C'est un peu interdit, mais je me suis dit, je vais leur. T'as fait plaisir à quelqu'un. Voilà. Mais il y a personne qui pouvait y aller parce que le match se jouait le dimanche soir, et donc être le dimanche soir à Madrid, faut rentrer, quand tu bosses le lundi c'est chaud. Donc j'ai essayé. Bon, c'est pas bien, mais j'essaie de la refiler à un pote, pour pas que la place soit gâchée, mais j'ai trouvé personne. C'est pas bien, mais en même temps, honnêtement, à partir du moment où tu la gagnes, il y a déjà eu quelques débats comme ça sur X, sur Twitter. Moi, je suis d'avis, et il y a beaucoup de managers qui sont d'accord avec ça. À partir du moment où tu gagnes la carte, la carte. Oui, la carte qui vaut un billet, parce qu'avant il y avait ça pour le truc espagnol, justement, tu gagnais la carte qui donnait droit à des billets. Mais à partir du moment où tu gagnes la place, je suis désolé, tu en fais ce que tu veux, quoi. Tu l'as là à toi. Si tu peux pas y aller, c'est normal que tu fasses plaisir à quelqu'un. Tu l'as pas volé. T'as participé à une compétition. C'est pas un tirage au sort ou que sais-je encore. Non, t'as gagné une compétition, donc t'as gagné ton billet, donc libre à toi. Voilà, la vendre, je peux comprendre. Tu vois, la revendre, etc. Ça, je peux comprendre de la part de Sorare. Mais à partir du moment où tu la donnes à un ami ou à un membre de ta famille parce que toi tu peux pas y aller, je trouve ça quand même somme toute assez logique, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, on va fermer la parenthèse. Mais donc les lots IRL, il y en a vraiment beaucoup qui trouvent que c'est là-dessus vraiment que ils devraient faire la différence. Comment est-ce que tu estimes l'évolution justement
développement de Sorare par rapport à ses lots IRL, il y a un an par rapport à aujourd'hui, par exemple? On le voit avec le développement du club shop, avec les maillots à gagner tous les lundis. D'ailleurs, il y a un drop aujourd'hui. Il est fini, malheureusement. Ah ouais, déjà? Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu y participer puisqu'on enregistre. Mais c'est très bien de faire gagner ces lots-là. En plus, c'est entre guillemets gratuit vu que c'est avec les Socoins qu'on gagne quand même en jouant dans les compètes. Mais je trouve que c'est très cool et ça va dans le bon sens selon moi. Avec également aussi les weekly comme on a pu voir sur le B4B récemment. J'étais un peu frustré parce que je trouvais ça dommage de donner accès qu'aux cartes 2023-2024. C'est là où peut-être que la collection aurait pu payer le fait d'avoir un certain nombre de cartes du B4B te donne l'accès à la compétition. Je trouve que ça aurait été mieux. Voilà, c'est mon avis un petit peu là-dessus. C'est vraiment dommage, je trouve. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens parce qu'on a de plus en plus de l'ORL et au final, c'est sûrement vers quoi il faut se tourner vraiment beaucoup à l'avenir parce que quand on voit un petit peu les baisses des prix, le fait qu'il y ait de plus en plus de cartes, que du coup les prix baissent, qu'il y a de plus en plus de compétitivité, gagner des lots en argent, ça va devenir peut-être de plus en plus dur et donc va falloir se rabattre sur autre chose et peut-être que les expériences c'est le mieux. Et encore une fois, pour moi, pour les fans de sport, gagner, je sais pas, imaginons plus tard si un Sorare Tennis Auto, une place à Roland Garros, on préférera ça peut-être que gagner une carte de, je sais pas, de Roger, plus Federer maintenant, mais par exemple Djokovic, peut-être que des gens préféreront ça. C'est pour moi ce vers quoi doit pencher Sorare et doit peut-être un petit peu accélérer le rythme et surtout peut-être plutôt pencher le marketing là-dessus, sur le fait de gagner des lots IRL plutôt que de gagner des cartes. Ouais, je pense qu'ils en sont conscients parce qu'ils commencent enfin à développer, quand t'as eu l'expérience spéciale là pour Coupe du Monde, ceux qui ont fait le 5 avec Zidane, bon, il a fallu attendre plusieurs mois, mais il y a quand même enfin une vidéo qui est sortie. Maintenant, ça a l'air de s'activer un peu plus vite, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus à 200%, et surtout faire de la promo derrière, enfin de la promo, que les vidéos soient prêtes beaucoup plus rapidement. Après, ça commence vraiment à devenir vraiment très très bien. Il y a des weekly aussi quasiment toutes les semaines, les drops comme tu dis de Jersey maintenant de manière vraiment régulière et c'est vraiment vraiment top. Il y avait un truc sur lequel je veux rebondir, mais là ça va peut-être me revenir par la suite. Mais par rapport voilà, tu prenais l'exemple tout à fait pertinent de la weekly là maintenant qui vient d'avoir lieu pour gagner des places en VIP ou bien dans le stade de Dortmund. Je connais un manager qui a la collection Dortmund 2022-2023. Il était furieux et je le comprends. Il dit regarde, je suis fan de cette équipe, j'ai collectionné toutes les cartes, la collection, etc. Et là on m'oblige à racheter au moins une carte de la nouvelle saison pour participer à cette weekly, alors que j'ai quasiment. Je crois qu'il lui manque une carte de la saison passée. Et il y a eu pas mal de managers qui ont grondé par rapport à ça. Après je comprends Sorare qui, c'est l'incentive. Vous voulez gagner les places, il faut les acheter. Mais à partir du moment où tu as collectionné, je trouve cette équipe-là que tu as, je trouve qu'il devrait mettre une règle. Voilà, tu dépasses autant de cartes de la collection des années précédentes, tu devrais directement être qualifié et pouvoir participer à cette weekly sans acheter une carte de la nouvelle saison. Pour moi, c'est pas bien. C'est complètement, c'est ce que je te disais, c'est un peu incompréhensible parce que tu t'es entre guillemets embêté à essayer de faire toute la collection et justement, ça permettrait aussi à Sorare de montrer, faites les collections, vous pourrez participer à des compétitions exclusives auxquelles les autres personnes qui n'ont pas fait les collections ne pourront pas participer. Ça peut être une incitation à faire la collection justement. Tout à fait. Ouais. Et en plus c'est d'actualité, donc je te rejoins tout à fait là-dessus. Donc on a fini au niveau stratégie future. Donc tu as dit surtout construire un pool U23 rare. Pour ça, tu as 1.5 Ether dans ton wallet et encore un peu plus approfondir ton banc en limited. Tu as d'autres choses et gagner donc des rewards IRL. Encore d'autres projets. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. On va essayer déjà de faire tout ça. Non, c'est à peu près tout. U23 rare et gagner des rewards IRL. Ok, super. Bon, on va attaquer ton sujet de prédilection et la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, parler de la Bundesliga. Alors, ma première question, c'est pourquoi es-tu fan de la Bundesliga? Comme je te l'ai dit précédemment, c'est Sabatier. Sabatier en premier lieu, et ensuite du coup cette transmission un petit peu de la passion, ça m'a donné envie de regarder plus de matchs. J'ai regardé plus de matchs et j'ai vu que ça proposait un football un peu offensif, peu importe quelle était l'équipe en face. Certaines équipes s'embêtaient pas à jouer défensif et misaient beaucoup sur l'attaque. Donc c'est un peu le stéréotype du football allemand, très offensif. Les défenses sont
sont très nuls alors que c'est pas forcément vrai. Mais il y a ça, il y a aussi des ambiances qui sont assez incroyables, qui pour moi sont sûrement parmi peut-être la meilleure ambiance, les meilleures ambiances d'Europe sont en Allemagne. Pour l'avoir vécu, je peux le confirmer. Donc il y a un petit peu tout ce mélange et le fait que en fait il y a beaucoup de joueurs français, des jeunes français qui partent là-bas pour se développer parce que le football allemand est très très moderne et très en avance par rapport par exemple à la Ligue 1, là, au football français. Et donc on a beaucoup de joueurs français qui partent là-bas. Le championnat allemand est le deuxième championnat avec le plus de Français en Europe. Et donc ça donne un peu plus envie parce qu'on a pas mal de joueurs de l'équipe de France qui se développent là-bas, pas mal de futurs joueurs potentiels de l'équipe de France qui se développent là-bas. Et donc c'est très sympa à regarder, c'est très sympa à suivre parce que comme ça au parallèle on peut avoir un meilleur avis sur leur niveau potentiel en sélection. Donc c'est un peu un mélange de tout, joueurs français, Jean-Charles Sabatier, l'ambiance, le football offensif que moi j'aime beaucoup. C'est un peu un mélange de tout ça. Ok, t'as une équipe dont tu es fan ? Non, j'ai aucune équipe. La seule équipe dont je suis fan, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est tout. Ok, donc c'est vraiment tu regardes tous les matchs tu regardes tous les matchs allemands ou bien le plus possible ou bien tu suis les matchs de certaines équipes ? En fait, avec l'émission, j'ai quand même plus tendance à regarder les grosses équipes parce que c'est ce vers quoi les gens vont me poser le plus de questions. Mais en général, ça dépend du calendrier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, le vendredi soir, il y a un match à 20h30. Le samedi, on a 4 ou 5 matchs l'après-midi à 15h30, un à 18h30 et le dimanche, ça dépend pareil des semaines. Il y a soit 2 matchs le dimanche, un à 15h30, un à 17h30. Sinon, il peut y avoir un troisième match qui peut être ajouté à 19h30. Donc voilà, ça dépend vraiment du calendrier. En général, je regarde entre 5 et 6 matchs de Bundesliga par week-end et à côté de ça je regarde d'autres championnats, mais c'est un peu ma priorité actuellement. Ok, donc quand même la moitié des matchs. J'avais lu il y a pas mal de temps que pendant des années, pendant très très longtemps, je sais pas si tu le sais, toi qui es quand même assez calé en anecdotes etc., que la Bundesliga c'était le dernier championnat européen où c'était les équipes, les clubs qui déterminaient les jours et les heures de match. Ouais. Et avec ce que tu me dis là, je me demande si c'est pas à cause de ça que les matchs en fait de Bundesliga sont tellement dispersés lors de chaque week-end. C'est pour ça. À la base, la Ligue, je crois il y a quelques années, voulait mettre des matchs le lundi soir. On le voit par exemple en Liga, en Série un petit peu, voire parfois en PL. Les supporters ont dit non. Ils ont dit non, on met pas de match le lundi soir. Le lundi, on travaille, on n'a pas le temps d'aller au stade. Donc pas de match le lundi soir, ce sera le week-end. Et ils ont réussi à avoir gain de cause. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Allemagne, il y a la règle du 50+1 qui dit que les supporters doivent être majoritairement détenteurs de leur club. Alors c'est plus trop le cas aujourd'hui sur certains clubs comme Leipzig ou Hoffenheim par exemple, mais dans la majeure partie des cas, les clubs sont les supporters sont majoritairement propriétaires de leur club. Et par exemple, on peut prendre Dortmund. Il faut savoir que Dortmund, 100% du club est détenu par les supporters. Le Bayern Munich, c'est 75%, et les 25% restants, c'est partagé entre Adidas, Allianz et Audi, si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est les supporters font un petit peu la loi en Allemagne, et c'est bien parce que comme ça, ça permet certaines choses, ça bloque d'autres choses un peu compliquées. Du coup, des fois, on a des clubs qui partent un peu en faillite, qui ont beaucoup de problèmes financiers parce que ils autorisent pas des investisseurs à rentrer. Mais ça permet d'avoir toujours un peu cette tradition. Il y a vraiment cette notion de tradition en Allemagne dans le football qui est très importante. Ok, donc tous les clubs, sans exception, les supporters sont majoritaires. Non, pas Leipzig. Leipzig est détenu à 99% par Red Bull et 1% par les supporters. Et Hoffenheim, alors j'ai pas le chiffre exact à Hoffenheim, mais je sais que c'est un milliardaire allemand et je sais qu'il est majoritaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces clubs-là sont un peu détestés en Allemagne, voire beaucoup détestés en Allemagne. On les appelle les plastic clubs parce que c'est des clubs qui, selon les supporters allemands, n'existeraient pas sans l'amas gigantesque d'argent de certaines entreprises. Ils ont pas spécialement tort, mais pour autant, on a quand même 2 clubs qui travaillent très bien et qu'il faut respecter tout de même, je trouve. Ok, et donc le Bayern de Munich, même malgré qu'il soit majoritairement entre les mains de supporters, t'as quand même une gestion très rigoureuse. Je veux dire, c'est un pléonasme de dire une gestion à l'allemande, mais c'est très rigoureux et malgré ça fonctionne très bien. Donc et c'est eux comment est-ce que ça se passe pour les novices? Comment est-ce qu'on détermine qui sera président, général manager? Est-ce qu'il y a des assemblées? Est-ce qu'il y a des assemblées, des procurations de certaines personnes qui représentent les supporters et qui donnent les voix? Est-ce que tu sais comment ça se déroule tout ça? Alors, j'ai pas le détail, je vais peut-être pas être le plus pertinent, mais il me semble qu'il y a des conseils
d'administration avec des représentants des supporters qui sont élus, il me semble. Et donc, ils votent. Il y a des votes qui sont faits pour choisir le directeur sportif, pour choisir le président du club. C'est comme ça que c'est choisi. À côté de ça, il y a d'autres. Il y a des membres, par exemple, au Bayern Munich. Je sais que passé un moment, je crois que, alors je sais plus exactement son rôle aujourd'hui parce que ça a beaucoup changé cet été. Mais Uli Hoeneß, par exemple, qui est très connu en Allemagne, même dans le football européen, était au conseil d'administration. Alors je sais plus exactement son rôle, mais voilà, t'as des conseils d'administration qui se réunissent avec des représentants des supporters, parfois des représentants des marques, parce que comme je te l'ai dit, tu vois, par exemple, Audi possède une part du Bayern, et donc il y a des votes qui sont faits, et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Tu parlais justement d'Hoffenheim et surtout de Leipzig. Leipzig, ils sont vraiment pas aimés du tout, mais il y a une particularité parce que Red Bull possède également le club de Salzbourg et de New York, mais en Allemagne, j'avais lu ça il y a pas si longtemps, interdiction qu'un club soit nommé d'après le nom du sponsor. Donc, mais c'est assez récent, je pense. Hein. Enfin, assez récent, c'est peut-être 10 ans, j'en sais strictement rien, mais je sais qu'avant on disait Bayer 04 pour Leverkusen, mais Bayer étant, voilà, l'entreprise pharmaceutique, on peut plus utiliser Bayer, ça doit être B04 ou Bayer Leverkusen, mais Leipzig c'est plus, ils ont dû trouver le terme la Reisenbollen, je sais pas quoi, pour pas dire Red Bull. Ouais, alors pour revenir sur Leverkusen, il y a toujours le logo de Bayer sur le logo de Leverkusen et on dit toujours le Bayer Leverkusen. Il y a une différence qui est faite parce qu'en fait, je pense que surtout ça apparaît avec Leipzig dans le sens où Leverkusen, en fait, le club du Bayer Leverkusen n'existerait pas sans Bayer en fait. Le club a été fondé par les employés, de l'entreprise Bayer. Okay. Et c'est pareil pour Wolfsburg. Wolfsburg d'ailleurs est l'un des rares clubs. Je sais pas si Leverkusen d'ailleurs, je me pose la question de savoir si les supporters sont vraiment actionnaires majoritaires. J'ai un doute. Mais Wolfsburg par exemple, c'est pareil, c'est Volkswagen. Et je crois que d'ailleurs Volkswagen est majoritaire également. Et en fait, ces clubs-là posent moins de problèmes que Leipzig et Hoffenheim parce qu'en fait, c'est des clubs qui n'existeraient pas et qui ont été créés par des employés des usines. Donc il y a une différence qui est faite entre un Red Bull qui arrive, qui pose des milliards pour développer le club et un club qui a été fondé au tout début du football allemand par les employés des usines. Il y a une différence qui est faite et du coup, oui, aujourd'hui, le Leipzig, contrairement par exemple à Salzbourg, ça s'appelle le Red Bull Salzbourg. Leipzig s'appelle le Rasenballsport, qui en allemand, je crois, ne veut pas dire grand chose. Non. Qui veut dire, je crois que c'est ballon sur gazon, sport de ballon sur gazon. C'est un truc un peu bizarre. Parce qu'ils pouvaient pas utiliser Red Bull. Oui, exactement. C'est parce qu'ils pouvaient pas utiliser Red Bull parce que c'est interdit par la loi allemande. Et donc voilà, il y a quand même une différence qui est faite entre un club qui a été fondé par les supporters, par les employés plutôt, et un club qui existe majoritairement grâce à une marque aujourd'hui. Ok, écoute, pendant que tu parlais, j'ai vérifié et en fait, effectivement, donc le Bayer Leverkusen a été créé en 1904 par des employés de la société Bayer et non, c'est ça, par des employés de la société, mais le club appartient presque entièrement à la société pharmaceutique. Ouais, donc c'est ça. Ouais, donc voilà, donc c'est une des exceptions par rapport à la fameuse règle 50 plus 1 et je lis aussi une autre exception notable est le Wolfsburg qui est associé à Volkswagen, donc effectivement t'as tout bon là-dessus et même moi ça me fait marrer le Rasenballen machin là, alors que tout le monde parce que alors ils mettent RB tout ça parce qu'ils peuvent pas utiliser le Red Bull. Je sais pas, maintenant j'ai un peu perdu mon fil, donc le championnat allemand super attrayant, super offensif. Quelles sont les grosses différences que tu vois entre le championnat? Déjà là, la fameuse règle 50 plus 1, c'est une fameuse différence par rapport à la plupart des autres championnats. Quelles sont les autres différences majeures avec la plupart des autres gros championnats? La différence majeure, ça peut être footballistique aussi, hein. C'est des styles de jeu assez particuliers. Après, on peut peut-être parler un petit peu du développement du football allemand au début des années 2000. Alors, j'ai plus exactement le nom du projet, mais suite au fiasco, il me semble, de la Coupe du Monde 2002, de la part de l'Allemagne, si je me trompe pas, la DFB, qui est donc la Ligue allemande, l'équivalent de la LFP en France, par exemple, a décidé de mettre en place un programme de développement du football allemand pour faire en sorte de développer les jeunes joueurs, de mieux trouver les jeunes joueurs. Donc, la Ligue a littéralement obligé les clubs à reconstruire
reconstruire leurs infrastructures, à refaire leur stade, à refaire leur pelouse, leur centre d'entraînement, leur centre de formation, pour les rendre beaucoup plus modernes. On a eu un développement du scouting et également beaucoup plus de la data, des choses assez, c'était assez précurseur, on va dire, à l'époque. Et donc, on a eu cette obligation de la Ligue de développer cela pour trouver des meilleures pépites, pour mieux former les joueurs. Et c'est pour ça qu'on a eu une belle génération de 2014 qui a littéralement écrasé le monde entier sur la Coupe du Monde. On se souvient notamment du match contre le Brésil. Ouais. On a eu cette grosse génération. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un creux. Le football allemand, ça se passe assez mal au moment de recevoir justement l'Euro chez eux l'été prochain. Et on a un nouveau projet qui est en cours, qui est de développer ce qu'ils appellent un Clairefontaine allemand, comme a pu le faire l'Angleterre également ces dernières années. Donc je crois que ça s'est fini l'année dernière, et donc on va avoir un Clairefontaine allemand, j'ai plus le nom. Mais voilà, on a peut-être cette différence là, peut-être avec les autres championnats, je sais pas, je connais pas la situation des autres championnats, mais la Ligue allemande joue un rôle énorme dans le développement, a joué un rôle énorme dans le développement des infrastructures, des capacités de recrutement, de scouting, de formation des clubs allemands. Il les a littéralement forcés à se développer pour vraiment devenir une ligue majeure. Et d'ailleurs, on a toujours des clubs qui œuvrent pour être une ligue majeure. Et si je suis un peu pas très objectif, je suis un peu subjectif aujourd'hui, je trouve que le football allemand, la Bundesliga, a un meilleur niveau que la Liga espagnole. Voilà, c'est un peu mon unpopular opinion, mais c'est devenu un championnat très moderne, quasiment au même niveau que la Première Ligue, et qui a pas mal d'avance sur pas mal d'autres championnats. Donc c'est peut-être un petit peu la différence qu'on peut avoir, sinon j'en vois pas spécialement d'autres. Ouais, que c'est vraiment très porté vers l'avant, un peu comme la Première Ligue. Hein. C'est pas le même style de jeu, hein, mais c'est quand même vachement porté vers l'avant, et c'est ça qui est vraiment gai. Comment est-ce que tu expliques? Est-ce que tu as une explication? Que dit la presse allemande pour trouver des raisons pour laquelle aujourd'hui on est dans un creux, et c'est quand même vachement la crise du côté du football allemand. Autant le basket allemand, voilà, ils sont champions du monde. Autant l'équipe nationale allemande, là, encore avec une contre-perf assez énorme pendant la trêve, là. Qu'est-ce qui explique justement ce gros creux dans lequel se trouve la Mannschaft pour le moment? C'est un peu le cas aussi avec l'équipe féminine, ils ont fait une Coupe du Monde féminine une Coupe du Monde féminine assez moyenne, et il y a pas mal de critiques autour de ça dans la presse allemande. Alors la presse allemande, des fois elle est pas très, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Mais je pense que c'est pas si alarmant que ça, parce que chaque nation, je pense, a un peu eu un creux générationnel entre plusieurs victoires. Ça a été le cas par exemple de la France, je pense, quand on voit la Coupe du Monde 2010 où c'était un cataclysme, et aujourd'hui tu vois, il y a cette passation entre 2006 et 2018 qui a mis 2016-2018 qui a mis un peu de temps à venir. Je pense que c'est pareil avec l'Allemagne. Je pense que c'est peut-être un petit peu ce que vit l'Espagne aussi actuellement depuis la Coupe du Monde 2010. C'est pas spécial, ou même l'Italie peut-être. Je pense pas que ce soit si alarmant que ça, selon moi. Après, ce qui se passe en interne au sein de la Ligue, je t'avoue que j'ai pas trop d'infos dessus, ça sort pas énormément. Mais ouais, la presse allemande est très critique sur les résultats de la sélection allemande, et je pense qu'on a aussi surtout un manque de créativité un petit peu, même si bon, c'est peut-être un peu paradoxal quand on voit les Leroy Sané, les Gnabry, les Musiala, les Verts qui sortent, mais c'est un peu cette formation allemande qui est peut-être un peu trop rigide et qui fait en sorte d'un peu brider les joueurs qui pourraient être très techniques, contrairement par exemple à la formation française. Et je crois que c'est pour ça aussi que les clubs allemands aiment beaucoup aller chercher des joueurs en France, parce qu'en France la formation est différente, on laisse beaucoup plus le joueur s'exprimer techniquement, le laisser faire plus de dribbles, être plus autonome dans ses gestes, dans le jeu, alors qu'en Allemagne c'est très rigide. Et c'est peut-être pour ça aussi que le mélange du football allemand et le mélange du football français peut être très bénéfique par les joueurs, parce qu'on a vraiment la rigidité, le fait d'écouter les règles, de tactiquement être correct de l'Allemagne, et un peu cette souplesse un peu française dans la formation, qui fait qu'ils perdent pas leur jeu très technique. Et c'est pour ça que par exemple on a des leur créativité exactement. C'est pour ça qu'on a des Moussa Diaby, des Coman, qu'est-ce qu'il y a d'autre là actuellement, Matistel peut-être, Nkunku, qui se développent vraiment bien en Allemagne, parce qu'on leur apprend la rigueur, et ils ont déjà la créativité de par la formation française. Et donc c'est peut-être ça qui pêche un petit peu en Allemagne justement dans la formation, c'est le fait de pas laisser les joueurs être assez autonomes en fait dans leur sur le terrain. Ouais, je rebondis là-dessus parce que j'ai écouté une interview il y a, je pense, la semaine passée de Thomas Tuchel, qui parlait justement de l'aspect offensif du Bayern, et qui disait qu'il voulait que ces joueurs gardent leur créativité, leurs instincts, et de pas trop les guider au niveau de l'attaque. Il parlait par exemple de Leroy Sané, de Coman, etc., qui gardent un peu leur feeling, parce que sinon on les enferme dans un schéma tactique qui ne met pas forcément leur valeur ajoutée en avant. Si on regarde par contre
les tacticiens, les entraîneurs allemands, bon, il y a Klopp à Liverpool, Thomas Tuchel qui est passé par des gros clubs, qui a gagné la Champions League avec Chelsea, t'as Nagelsmann, t'as Hans, maintenant qui est passé par le Bayern et qui est Andy Flick, etc. Donc t'as quand même une tradition aussi, enfin en tout cas actuelle, de gros entraîneurs allemands qui sont appréciés et qui sont demandés un peu partout. Et pourtant, quand tu regardes la Mannschaft, c'est compliqué. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça, ou bien non, c'est vraiment le fait que y a un peu trop de rigueur, à part dans certains clubs, parce que les clubs que tu as cités, le Bayern, Leipzig, je pense que c'est un top tremplin en tout cas pour tous les jeunes. Et puis Bayer Leverkusen, ils ont même corrige-moi, avant Alonso qui a l'air d'être un entraîneur exceptionnel, avant t'avais Sohan qui laissait aussi très fort jouer, et même un peu trop jouer, parce que la rigueur défensive elle était pas trop là, parce qu'ils étaient tous poussés vers l'avant, et Alonso a un peu plus équilibré l'arrière et le milieu, densifié un peu le milieu pour améliorer la qualité globale et les résultats surtout de cette équipe-là. Donc, quel est ton avis là-dessus ? C'est pour revenir sur la formation des entraîneurs en Allemagne, c'est comparé à la France. Tu regardes aujourd'hui à l'international, les grands coachs français, il y en a pas en activité. Il y a pas de grands coachs français qui gèrent des grands clubs, parce qu'on a un gros problème de formation d'entraîneurs. Et j'ai un ami qui passait ses diplômes UEFA et qui expliquait qu'en fait, entre le diplôme UEFA B et le diplôme UEFA A en France, on est le seul pays où tu es obligé de passer un diplôme parallèle qui n'a rien à voir avec l'UEFA, et le seul moyen de réussir à avoir accès à ce diplôme, c'est d'être pistonné. Ça n'a aucun sens, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on a une pénurie de grands coachs en France, parce qu'on a des jeunes qui sont bridés par ça, par le fait de devoir absolument avoir des contacts pour avoir la possibilité de passer ton diplôme de coach UEFA A, qui te donne l'autorisation d'entraîner des équipes professionnelles. Donc c'est pas ce qui arrive en Allemagne, c'est pas ce qui arrive en Belgique. On voit qu'il y a pas Woolsteel par exemple qui se développe beaucoup en France, et qui par exemple qui peut être un bon exemple. Mais l'Allemagne est un grand pourvoyeur d'entraîneurs très forts. On a Jürgen Klopp, et on a un peu cette école qu'on a pu avoir sous Ralf Rangnick, actuel sélectionneur de l'Autriche, qui était à Hoffenheim, à Leipzig je crois, qui a formé entre autres Thomas Tuchel si je me trompe pas, Julian Nagelsmann à Hoffenheim, ça c'est sûr. Et donc on a pas mal de coachs allemands qui se développent, et parce qu'on laisse beaucoup plus, en fait on donne beaucoup plus sa chance aux jeunes coachs dans les équipes premières. Je le vois par exemple avec Bo Svensson, alors qui est pas allemand, qui est danois, mais qui, alors cette année avec Mayence c'est plus compliqué, mais qui avait fait des gros travaux à Mayence, et qui est un jeune entraîneur qui a, je crois, 41 ans. C'est très jeune pour un entraîneur. Donc il y a beaucoup moins de rigidité qu'en France là-dessus. Et après, comment expliquer ça ? Je pense que c'est juste le développement, comme je l'ai dit, dans les années 2000, de cette volonté de former des entraîneurs, de former des gens compétents, qui a fait qu'aujourd'hui on a des grands entraîneurs allemands dans le football mondial. Ok. Juste pour revenir sur un épisode quand même assez atypique et qui tranche un peu avec le côté allemand. Je trouve l'épisode la saison passée, fin de saison passée, avec le Bayern, donc qui était encore qualifié pour toutes les compétitions. C'est vrai que leur jeu était assez poussif, c'est vrai. Et puis qui vire Nagelsmann et prendre Tuchel, et puis finalement ça se passe pas pas vraiment comme ils le désirent. Bon, ils ont quand même sauvé le championnat à la dernière journée de manière un peu miraculeuse. Comment est-ce que ça a été commenté ça en Allemagne, et quand en plus avec le fait que la base de fans est actionnaire majoritaire, j'ai pas trop suivi. Est-ce que toi tu as suivi un peu les remous, s'il y en a eu ou pas, comment a réagi la grosse fanbase par rapport à cette édition-là du board? Tu sais, en Allemagne, ils aiment bien appeler le Bayern le FC Hollywood. C'est vraiment le surnom du club, parce qu'il y avait déjà eu des problèmes il y a quelques années. Je pense notamment, je crois c'est fin des années 90, où par exemple, je crois que c'était Lizarazu qui racontait ça, qui disait que ça se battait à l'entraînement, c'était entre les joueurs, parce qu'ils pouvaient pas se blairer. Et là, on a eu un petit peu ça avec Oliver Kahn et Bratzo Salihamidzic, qui ont été d'ailleurs virés entre temps, parce que ils devaient pas très bien s'entendre avec avec Julian Nagelsmann, pardon. Et du coup, ils l'ont viré en prétextant qu'ils s'entendaient pas avec les joueurs. Les joueurs ont fait une sortie médiatique, ont dit que c'était une connerie. Et du coup, il y a eu un problème avec la direction. Et donc, quand ils ont viré Nagelsmann, ils ont aussi un peu tout lui remettre sur le dos, lui dire que les résultats actuels, parce que quand ils reviennent de la trêve internationale, ils enchaînent 3 ou 4 matchs nuls de souvenirs. Ils se font remonter. Dortmund remonte, alors qu'ils avaient 9 points d'avance à la trêve sur Dortmund. Dortmund arrive à remonter au classement. Et juste avant le quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, juste avant la demi-finale de Pokal contre, j'ai oublié, contre peut-être l'Eintracht, j'ai un doute, ou Leipzig, et juste avant le match contre le BVB,
le match retour, quand tu es à 1 point de Dortmund, qu'il faut absolument que tu gagnes chez toi, ils décident de virer Nagelsmann juste avant ces 3 matchs-là. Et pour prendre Tuchel, alors, éliminé de coupe, éliminé de Ligue des Champions, et tu joues le titre sur un but de Musiala à la 92e minute, à cause de cette décision. Pour moi, ça a été une énorme bêtise, pour rester poli, de la part d'Oliver Kahn et Salihamidzic, et pour moi, c'était juste une question d'ego entre les deux, et c'est un petit peu ce qui ressortait, qui pouvaient pas blairer Nagelsmann, et qui du coup l'ont viré en prétextant que c'était les résultats, qu'il y avait une mauvaise ambiance en interne, et du coup, ça a un petit peu remué dans la presse allemande. Forcément, une saison comme ça, quand tu sors de 10 années de titre, t'es pas loin de te faire choper le titre par le Borussia Dortmund. Chez les supporters du Bayern, ça passe très moyen, et donc on a eu le droit à un petit peu de spectacle en dehors des terrains, dans la presse allemande et sur les réseaux sociaux. C'était assez marrant à observer. Ok. Je viens de vérifier, ils ont perdu contre Fribourg en quart de finale. C'est Fribourg. C'était en quart. Ouais, et écoute, maintenant je vais un peu faire le parallèle. On a bien pensé, je trouve je veux dire la Bundesliga en sa généralité, mais maintenant le rapport avec Sorare. Donc parce que tu fais donc des live Twitch, tu fais pas full Sorare mais quand même un peu. Je me rappelle que avant la deadline, tu mets un message sur X, voilà, posez-moi toutes les questions sur la Bundesliga, j'essaierai de vous répondre. Où est-ce que tu vas glaner toutes ces infos sur la Bundesliga? Moi je suis par exemple, quand je fais mes line-up et tout, dans mes favoris il y a Bild. Ça, je pense que c'est un incontournable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu me dis si c'est bien, c'est pas bien. Il y a un truc aussi où ils font des prédictions de line-up. Attends, je vais te dire. Celui-là, non, j'ai un truc qui s'appelle Bully News, Fantasy Football. Ouais. Et voilà. Et Bild et puis Bundesliga Eut sur Kicker. Kicker, ouais. Kicker, très bon média que je conseille à tout le monde de regarder si vous cherchez des infos, même sur la Bundesliga 2. Il renseigne très bien sur la Bundesliga 2 en général quand on me pose des questions sur ce championnat que je ne suis absolument pas, donc je suis absolument pas pertinent dessus. Je renvoie vers Kicker qui donne beaucoup d'infos sur ce championnat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, sur Twitter, je suis à peu près 30-35 journalistes allemands qui couvrent à peu près tous les clubs. J'ai un manque d'infos sur certains clubs, mais j'essaie constamment de chercher des journalistes qui sont fiables et qui couvrent ces championnats-là. Il y a beaucoup de médias en Allemagne. C'est pas comme en France, par exemple, où on ne peut avoir que l'équipe sur le sport globalement. En Allemagne, il y a Bild, il y a Kicker, et après il y a beaucoup des journaux locaux. Je pense pas, notamment, alors désolé pour la prononciation, mais à Ruhr Nachrichten, qui est un média de la Ruhr, du coup, la région de la Ruhr, pardon, la région de Dortmund, de Schalke, etc. Qui a beaucoup d'informations sur Dortmund. Il y a, par exemple, je sais pas, un au pif, mais l'Augsburger Allgemeine, qui est un média local de Augsbourg, le TSV München pour Munich. Et donc j'ai beaucoup de journalistes qui travaillent là-bas, qui ont pas mal d'infos et qui du coup en fait me donnent beaucoup d'infos, surtout sur le mercato parce que c'est là où c'était le plus chaud, mais qui me donnent pas mal d'infos même sur ce qui se passe en termes de blessures, ce qui se passe en interne, comment va le club. Et à côté de ça, j'ai Kicker Bild, un petit peu Sky Sports, des médias locaux et Liga Insider, qui est un excellent site qui parle de fantasy football allemand et qui m'aide énormément parce que ça répertorie toutes les dernières infos de tous les médias allemands en direct. Donc c'est très très cool. J'invite tout le monde à aller voir. Ils font en plus les compos probables et ils sont très fiables sur les compos probables. C'est un outil qui me sert beaucoup à vérifier ce que moi j'ai fait et voir un petit peu ce qu'ils décident de faire. À savoir que c'est des Allemands, c'est des Allemands qui dirigent ce site, qui supportent certains clubs. C'est des personnes lambda, c'est pas des journalistes, c'est ils font comme moi, ils cherchent des infos. Et comment ça s'appelle donc? Liga Insider. Donc Liga Insider. Insider, exactement. Ok, bon je vais taper et je vais aller dessus. Je l'avais pas celui-là. Merci. C'est pour terminer, parce que l'heure avance petit à petit, je voulais te demander si tu avais des anecdotes assez particulières à transmettre sur la Bundesliga. Après, il y aurait des questions, parce que je voulais te poser des questions aussi, mais je vois qu'elles se retrouvent dans les commentaires de pas mal de followers, donc je vais te les poser tout à la fin. Mais donc, quelques anecdotes croustillantes sur la Bundesliga, des choses qu'on ignore. Alors, je vais t'en donner des rapides, du coup, pour faire un petit peu vite. Par exemple, le stade de l'Eintracht Francfort est posé sur sol antisismique parce que les supporters ont tendance à beaucoup sauter. Et du coup, pour éviter que le stade ne s'écroule, ils ont décidé quand ils l'ont rénové, de le mettre sur sol antisismique. Énorme. Ah, c'est énorme, ça. Une autre, sur Upamecano. L'été dernier, il a travaillé sa voix avec un chanteur d'opéra pour mieux communiquer sur le terrain. Voilà. Donc, c'est peut-être comme ça qu'il est devenu un peu plus fort. Mais voilà, il s'est pas encore lancé dans la chanson, par contre. Ça pourrait être intéressant.
Ouais, ça pourrait être marrant, mais voilà. Et sinon, j'ai une autre petite anecdote, peut-être un petit peu plus vieille, sur Franck Ribéry, qui, on le sait, n'en ratait jamais une. Entre autres, il a jeté un seau d'eau froide sur Oliver Kahn, quand on connaît le tempérament d'Oliver Kahn. Voilà. Et surtout, un jour, en déplacement, il s'est décidé de prendre le bus du club et de le conduire et de faire un tour avec, et il a percuté quelques panneaux. Ah ouais. Et voilà, c'est quelques petites anecdotes sur la Bundesliga. Je vais te poser 2-3 petites questions et on va voir si tu pourras y répondre. Est-ce que tu sais ce que on demande comme bizutage pour les joueurs qui vont à Cologne? Donc les nouveaux joueurs de Cologne, ils doivent faire quelque chose d'assez spécial. Est-ce que tu sais quoi? J'en ai jamais entendu parler, mais dis-moi tout, hein, ça m'intéresse. Ben en fait, ils doivent monter tous les escaliers de la cathédrale. Ouais, non, j'ai vu ça quelque part, je trouvais ça assez excellent. Ouais, les 533 marches de la cathédrale de Cologne, les plus grandes rivalités. Bon, évidemment, à part Dortmund-Bayern. Bah, les plus grandes rivalités, Dortmund-Schalke. Probablement, apparemment, c'est la plus grosse. Ouais. C'est, en termes d'ambiance, c'est assez dingue. Parce que Schalke, c'est le club un peu populaire, et Dortmund un peu moins. C'est un peu comme Lyon et Saint-Etienne, par exemple, je pense. Ouais. Tu vois. Okay. Cologne-Leverkusen, c'est pas mal aussi. Leverkusen, c'est une ville qui est collée vraiment à Cologne. Ouais. Je le sais, puisque je suis passé par Leverkusen pour aller à Cologne. Il y a ça, alors, peut-être un peu moins, mais Hertha Union, c'est surtout très récent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Hambourg, qui a une rivalité avec le Werder, je crois. Hambourg, qui est quand même un très gros club allemand, qui a gagné d'ailleurs la Ligue des Champions, il faut le savoir. T'es dans le bon, là. Ouais, il me semble que c'est ça, hein. J'ai un petit doute, mais... Ouais, non, c'est vraiment très très bien. Bon, écoute... C'est bon, t'es validé, t'es amplement validé. On va passer à la dernière partie déjà, les questions rapides pour l'invité. T'es prêt? Ouais. Alors, ton joueur préféré sur Sora et ou IRL? Et la raison pour laquelle tu l'as choisi. Ouais. Les deux sont un petit peu liés et j'arrive pas à choisir entre les deux, donc j'ai mis Musiala et Wirtz parce que déjà c'est les deux plus gros cracks du football allemand actuellement. Grosse capacité technique, intelligence de jeu, vision de jeu phénoménale, très bon dans les petits espaces, ils font toujours des grosses différences et c'est deux joueurs qui m'impressionnent énormément quand je les regarde. Donc c'est très compliqué de choisir entre les deux. Peut-être une petite préférence pour Musiala. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi j'avais Musiala avant, maintenant depuis mon retour j'ai gagné Wirtz, donc je vais pas râler, mais c'est vrai que rarement parlant, c'est Musiala un peu plus intéressant. Ouais. Bon. Ton plus beau résultat? AS Limited, 511 points, deuxième seulement au classement. Avec 511 points. Oh là là. C'était quand? C'était il y a longtemps? C'était en mars 2023, pendant la trêve de la Ligue des Nations de l'Euro, je sais plus. Ok. Et t'avais gagné qui, tu te rappelles? C'est une Kvaratskhelia, je crois. Donc pas incroyable en termes de reward. Ouais, mais à ce moment-là, il tapait des très très gros scores. Mais j'adore le joueur, hein. Je l'ai encore. Ouais. Et c'est pas pour renfoncer, remuer le couteau dans la plaie quand t'as parlé des grands coachs, mais voilà, depuis qu'il y a Rudy Garcia, c'est plus trop la même chose. Bon, les deux derniers matchs, apparemment, il y a quand même du mieux. S'il y a quand même du mieux, Kvaratskhelia a été décisif. Alors tes plus belles récompenses, c'est celle-là, c'est tes places. Oui, le billet pour la Bundesliga. Et sinon, en termes de cartes, j'ai noté Ter Stegen et Rodri de Manchester City. Ah ouais, vraiment très très beau aussi. Ton plus gros coup de poisse? Et justement, le week-end de l'AS à 510 points. De souvenir mise en place du meilleur score pris en compte. S'il y a 2 matchs sur la même game week, je sais pas si tu te souviens, c'était un petit peu au début d'année 2023. Ouais. Il a mis en place quelques jours auparavant. Et ce qui se passe, c'est que du coup, le manager qui finit premier, qui est d'ailleurs un Français, qui était dans ma commu, il me passe devant le lundi soir parce qu'il a Pavard. Pavard était bench le premier match de l'équipe de France. L'équipe de France avait 2 matchs sur le week-end. Il joue le deuxième match, il fait un gros score et il finit premier. Et c'est vraiment quelques jours après la mise en place de cette fonction de double scoring, le meilleur scoring compte. Alors qu'avant, c'était le premier match qui comptait. Et donc j'aurais fini premier si à une semaine près je pouvais finir premier. Et donc voilà, c'est un petit peu mon coup de poisse. Sinon j'en ai pas spécialement d'autres. Et quoi, juste après tu lui as dit écoute, je vais te faire une Bayern, je suis Kahn, tu es Nagelsmann, au revoir. Exactement. Alors ton joueur à suivre, ou tes joueurs à suivre? Alors, plutôt mes joueurs à suivre. Alors, j'en étais un qui est très connu. Mathys Tel, parce que... j'adore. Exceptionnel dans ses entrées. On sent qu'il y a un gigantesque talent. Mais voilà, je me suis dit, c'est trop simple. Je vais en mettre des moins connus quand même. Maximilian Bayer, avant-centre de Hoffenheim, qui d'ailleurs performe très bien sur ce début de saison. Équipe vraiment à surveiller. Et c'est un petit jeune de 20 ans, qui était prêté depuis 2 saisons à Hanovre en Bundesliga 2, et qui est en train de faire un début de saison de fou furieux.
furieux, qui s'entend super bien avec Wout Weghorst à côté de lui et qui est vraiment dans le jeu assez incroyable, que ce soit dans le jeu avec ou sans ballon, beaucoup d'efforts, une très grosse vitesse de pointe pour un attaquant qui est pas si petit que ça. C'est un joueur vraiment surveillé. Et on a également Rocco Reitz de Gladbach qui est en train également de s'imposer, qui était pareil en prêt, je crois, du côté du Vitesse Arnhem en Eredivisie, si je me trompe pas, j'ai un petit doute. Mais voilà, deux petits joueurs à surveiller. Ce seront peut-être pas les meilleurs scoreurs, mais en tout cas d'un point de vue footballistique, ça peut être intéressant de surveiller. Ils sont en train d'éclore. Ouais. Et Mathys Tel, ouais, il est vraiment phénoménal. Hein. Quand il rentre, sa moyenne de buts par minute jouée, elle est juste hallucinante. Moi, pour la petite histoire avec Sorare, tu vois, avant Sorare, je ne supportais pas le Bayern. Mais c'était épidermique, vraiment. Mais vraiment, je ne supportais. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est le plus gros club et j'aime bien les outsiders, tu vois. J'aime bien ceux qui sont pas favoris, à part en Espagne parce que je suis Barça, mais bon voilà. Et avec Sorare, donc j'aimais bien Dortmund, j'aimais bien et puis depuis Sorare et depuis que j'ai gagné Kimmich 2 mois après avoir commencé à jouer, je suis devenu fan du Bayern, archi fan de Kimmich parce que c'est vraiment le prototype de joueur que j'adore dans son caractère, tu vois. Moi j'aime bien les gars qui font pas le tralala, qui font pas les divas sur et en dehors du terrain. Moi j'aime bien les mecs qui vont au charbon, qui sont là pour gagner, où tu vois sur leur visage grimacer pendant les 95 ou c'est à prolongation pendant toutes les minutes sur le terrain, c'est des acharnés et je trouve qu'ils le représentent vraiment bien. Et donc j'ai décidé quand je suis revenu dans le jeu de commencer la collection du Bayern. D'ailleurs c'est la collection que j'ai le plus. J'ai plus de la moitié des cartes en rare de la saison passée, donc je suis dans le top 10 des collectionneurs et je me suis dit tiens, pendant la trêve, je vais prendre Mathys Tel parce que je l'avais vu jouer à l'Euro U21, c'était pendant ou U23 qu'il y a eu pendant l'été là et il était aussi impressionnant, donc vraiment je l'ai dans ma galerie là, je le garde précieusement, je le pose jamais et je regrette parce qu'il est quasiment tout le temps décisif, même s'il joue que 10 minutes, mais je le garde bien au chaud pour le futur parce qu'il va faire beaucoup de bruit et en plus il est super polyvalent quoi. C'est vraiment impressionnant quoi. C'est grosse qualité technique, c'est assez fou. Ouais. Et dernière question, si tu avais Nicolas Julien en face de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? On en a déjà parlé tout à l'heure, mais si le souhait de l'entreprise c'est d'aller vers les fans de sport, vraiment encore plus développer tout ce qui est les lots à gagner, RL, les maillots, les expériences, ça peut être n'importe quoi du moment et faire du marketing dessus. Vraiment axer ça là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va intéresser, je pense, les fans. Les vrais fans, ouais. Super. Rien d'autre, c'est tout? Donc c'est bien. Non. Merci, sinon. Super. Bon alors on va attaquer la toute dernière rubrique. J'ai pas énormément de questions, mais j'en ai quand même des très pertinentes. Je vais commencer par mon ami Guestar qui a été aussi invité, fan de l'OL comme toi. Donc il doit salut l'équipe, pense-t-il, donc penses-tu, cher Hugo, judicieux de faire des full stacks de Bundesliga pour scorer, hors Bayern évidemment, le foot allemand étant très offensif, sans avoir fait d'analyse spécifique, j'aurais tendance à m'orienter surtout sur les mid et forward en laissant les gardiens et les défenseurs de côté. Qu'en penses-tu? Alors, oui, c'est totalement possible. Après, il faut juste cibler les bonnes équipes et je pense que les équipes qui performent vraiment bien sur ce début de saison comme Leverkusen et Stuttgart, les stacks sont déjà très chers donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour les acheter. Mais ouais, ça peut être une solution. Après, je suis assez d'accord sur le fait de prendre des mid et des attaquants. Mais il faut pas non plus négliger les défenseurs parce qu'on a des très bons défenseurs relanceurs et selon moi, les défenseurs relanceurs sont les défenseurs qui sont plus susceptibles de scorer sur Sorare. Je prends par exemple Schlotterbeck. Quand t'as une aussi bonne, parce qu'on sait que le jeu avec ballon dans les stats, c'est très important et donc avoir un défenseur capable de faire des longues passes qui rapportent beaucoup de points, même des passes courtes, de réussir à dribbler, à faire des possessions progressives, à remonter avec le ballon sur le terrain, à dribbler, c'est des défenseurs qui vont plus avoir tendance à scorer. Et donc, en Bundesliga, il y en a quelques-uns quand même. Danilo Doeki dans une moindre mesure. On peut penser, Schlotterbeck, j'en ai parlé, peut-être Grimaldo, ou pas Mécano, Frimpong. Il y a des joueurs très intéressants. Les gardiens, il y a des très bons gardiens en Bundesliga, même si des fois on voit des bourdes, mais il y a des gardiens qui font énormément d'arrêts et qui sont susceptibles de faire beaucoup de A. On pense à Baumann cette saison, Castells qui est vraiment en grande forme avec Wolfsburg, c'est Kobel également qui est très fort du côté de Dortmund. Je pense qu'un stack c'est possible, mais en fait il y a tellement de buts que tu prends un Darmstadt Werder Bremen, il y a eu 4-2. Il y a tellement de buts que c'est compliqué d'avoir des défenseurs. Et à noter aussi, ce qui est marrant, petite anecdote au passage, il y a eu pour l'instant un seul 0-0 en Bundesliga après 5 ou 6 journée de championnat. Impressionnant. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a beaucoup de A. Moi, je me rappelle la fin de saison passée, j'avais été terminé 2e
deuxième en champion rare et le premier de champion rare. Et franchement, j'ai dit à mes potes autour, mais non, mais il mérite d'être premier. Franchement, parce qu'il a posé ses cojones. Il avait une super équipe et comme gardien, je crois que c'était l'avant-dernière ou journée de championnat, il y avait Dortmund contre Bochum, je pense. Et ils ont pas gagné. Ils ont fait match nul. Ils ont poussé. Je crois que ça avait terminé 1-1 ou un truc comme ça. Oui. Je me souviens de ce match. Et le mec qui avait terminé premier en champion rare, il a posé, je me rappelle, peut-être tu connais, le gardien de Manuel Riemann. Voilà. Qui avait fait 12 arrêts, je crois. Voilà, il a posé Riemann, il a encaissé un but, mais il a fait 80 points. Ouais, non, mais je te dis, 85 points. Je dis non, c'est bon, respect. Il pouvait en prendre 3 et le mec il en a pris un. Il a eu du taf autant que sur 5 matchs, mais donc c'est vrai. Même s'il y a pas de clean sheet, il peut y avoir pas mal de A. Et le Leverkusen quand même cette année, c'est impressionnant, hein, parce que c'était vraiment leur maillon faible. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une équipe que je préfère parmi toutes les autres depuis quelques années, c'est quand même Leverkusen, malgré que je suis à la collection du Bayern. J'en avais beaucoup lors de ma première expérience, beaucoup de joueurs, et quand je suis revenu, j'ai quand même repris Palacios en super rare que j'adore. Là, je l'avais mis sur Twitter récemment. J'adore Palacios. Depuis que j'ai commencé à le voir jouer il y a 3 ans, quand il venait d'arriver, je pense à Leverkusen de River Plate, je voyais vraiment quelque chose. Il me fait penser à un mini Kimmich. Il est partout. Maintenant, il avait son physique qui le lâchait souvent. Là, je touche du bois. Bon, j'en ai pas autour de moi, mais là, il est quand même très très imposant. Et donc Leverkusen, leur point faible qui était la défense, c'est devenu vraiment je vais pas dire leur force, mais ils sont assez hermétiques depuis ce début de saison. Hein. Ouais, alors petit problème sur coups de pied arrêtés, ils encaissent beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Mais pour revenir sur Palacios, c'est toujours très polyvalent, aussi capable de défendre, enfin autant capable de défendre que d'attaquer. C'est un joueur super complet, très intéressant, qui a prolongé. Peut-être une bonne nouvelle pour toi. Jusqu'en 2028, il y a beaucoup de joueurs qui prolongent en ce moment. C'était le cas de Tapsoba. Je crois qu'il y a Frimpong qui va bientôt prolonger. Il y a Xabi Alonso qui a prolongé également. Bonne nouvelle pour l'équipe et pour le club. Et c'est vrai que défensivement, on a Odilon Kosunu qui est incroyable sur ce début de saison. Vraiment. Tapsoba, pareil. Radeski qui avait fait une saison assez compliquée. Il est en train de revivre et vraiment, je suis très content pour lui parce que c'est déjà un très bon gardien dans les années précédentes. Et il est sorti d'ailleurs un sacré match contre le Bayern. Donc voilà, on a une équipe qui est beaucoup plus solide, un recrutement qui a été incroyable. On a vraiment une équipe qui travaille bien avec un coach fou, très jeune, et une cellule de recrutement qui sait parfaitement où il faut combler les trous, qui il faut aller chercher. Et ils sont allés chercher des joueurs impressionnants. Aller chercher Xhaka, Grimaldo, Boniface, Hoffman, il faut aller les chercher. Ils ont vraiment été chercher des bons. Grimaldo à la place de Mitchell Bakker, ou de Piero Hincapié, c'est le jour et la nuit. Ah ouais, non, là, et en plus, il a une patte, surtout depuis le début de saison. Maintenant, à Benfica, ça se voyait, parce qu'ils ont fait une super belle saison l'année passée. Mais là, depuis qu'il est à Leverkusen, il a encore plus de visibilité, je trouve, qu'au Benfica. Là, les coups francs, le dernier coup franc qu'il a mis, là, où c'est caressé, c'est juste monstrueux. Et puis, Boniface, je suis content parce que l'année passée, j'avais été voir je crois que c'était en Europa League, Leverkusen Union. J'étais parti là-bas, et Boniface avait marqué. Donc, ça avait terminé sur un 1, mais il leur a vraiment tapé dans l'œil au point de l'acheter. Ça arrive souvent des trucs comme ça, hein, où il y a des équipes qui se rencontrent en coupe d'Europe, tu vois, de ligue mineure, même si la Jupiler League c'est pas trop une ligue mineure, mais quand même par rapport à la Bundesliga, voilà, ils l'ont tapé dans l'œil. Dit lui, c'est exactement ce joueur-là qu'on a besoin, et il fait plus que bien remplacer Tchik. D'ailleurs, je sais pas si Tchik reviendra un jour parce que bientôt. Ouais, quand même. On verra s'il va tenir sur la durée. Donc merci pour ton avis. Alors, question de Papin le Bref. Quel est ton avis sur Dortmund cette saison et ton potentiel top 5 de la Bundesliga? Mon avis sur Dortmund, c'est assez compliqué. Je suis un peu négatif sur l'équipe. Je trouve que, par exemple, d'un point de vue tactique, au milieu de terrain, défensivement, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils prennent l'eau face à Bochum et face à Heidenheim sur ce début de saison. La perte de Bingham a été très compliquée. Il a pour l'instant pas spécialement été très bien remplacé, même si en termes de profil c'est plutôt intéressant, Sabitzer et Nmecha. Mais dans le jeu, je suis vraiment pas convaincu. Je les vois toujours derniers de cette phase de poule de Ligue des Champions. Je les vois peut-être même hors top 4 en Bundesliga, parce que il faut pas spécialement regarder les résultats finaux. Encore une fois, le match de ce week-end contre Hoffenheim, c'est une
victoires acquises sur des exploits individuels de Malone et de Ryerson. C'est vraiment compliqué cette équipe de Dortmund. Je sais pas combien de temps va rester Terzic, c'est encore l'homme de la situation. On sait qu'il y a des tensions entre l'entraîneur et la direction. Dans le jeu, c'est pas incroyable. Défensivement, c'est assez compliqué, notamment au milieu de terrain comme je l'ai dit. Et offensivement, les avancées ne sont pas incroyables. Et le problème qu'il y a dans cette équipe, c'est que ce sont des individualités qui portent l'équipe. Je pense à Julian Brandt, à Gregor Kobel, à Daniel Malone qui ont vraiment fait une fin de saison incroyable et qui font un très bon début de saison. Mais globalement, l'effectif, c'est compliqué. Donc pour en venir directement au top 5, en début de saison, je voyais bien Leverkusen et Leipzig se taper avec le Bayern pour le championnat. Peut-être que ça va arriver parce que là on est sur 2 matchs nuls du Bayern contre les deux. Union Berlin, je les voyais assez mal. C'est toujours un petit peu le cas. J'ai peur que l'enchaînement de matchs fasse assez mal et qu'on ait été vraiment sur ils étaient à leur top niveau la saison dernière et je sais pas s'ils pourront atteindre de nouveau ce top niveau malgré un très bon recrutement, on va pas se mentir. Mais j'ai envie, encore une fois, d'être un peu fantaisiste et peut-être de voir Leverkusen gagner son premier titre, même si la fraîcheur physique sur la durée avec toutes les courses qu'ils font, le pressing intense, le contre-pressing intense qu'ils mettent en place, me fait un petit peu peur sur la durée. Mais pour l'instant, ça va bien. Et donc, j'ai un petit peu envie de tenter Leverkusen premier, Bayern deuxième, Leipzig troisième. Quatrième, un petit peu compliqué. Fribourg, je pense pas. Vu le début de saison aussi, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas mettre Dortmund en étant un petit peu réaliste, même si je ne serais pas étonné qu'il ne soit pas dans le top 4 et finir 5e. Et après, 5e, Wolfsburg, c'est intéressant. Wolfsburg, c'est intéressant. Je sais pas si Hoffenheim et Stuttgart tiendront sur la durée, ça m'étonnerait. Mais Wolfsburg, peut-être, un 5e, pourquoi pas. Ok, Stuttgart, tu les vois pas du tout. Stuttgart, moi, je les vois un bon top 10. Stuttgart, top 10 comme Hoffenheim. Hoffenheim, j'avais dit début de saison que c'était une équipe à surveiller. J'avais aussi dit Gladbach. Bon, Gladbach, c'est un peu moins ça, mais Hoffenheim, vraiment bon recrutement. Ils sont bien relevés. Le coach fait du bien, comme à Stuttgart d'ailleurs. Et des équipes très intéressantes à suivre. Ouais. Bah écoute, moi j'espère aussi que tu auras raison. Moi je voudrais bien voir Leverkusen champion d'Allemagne. Je trouve qu'ils ont vraiment un jeu alléchant. Et puis le fait de jouer pas en Champions League comme le Bayern, ça permet un peu de rotation. C'est vrai ils ont pas 2 équipes complètes comme le Bayern, mais ça va vraiment être intéressant. Et moi s'il y a bien une équipe, il y a 2 équipes Bayern, je regarde très souvent, mais vraiment l'équipe où j'essaye de libérer un peu de temps libre pendant le week-end, c'est Leverkusen. J'adore les voir jouer. C'est vraiment très très jeune et c'est dynamique. Le seul vieux, maintenant il y en a 2 parce que Hoffmann il est plus tout jeune non plus, mais t'as enfin un vieux au milieu et comme joueur de champ, et puis t'as évidemment Radetzky derrière qui est, comme tu l'as dit, un très bon gardien. Alors dernière question, mais tu l'as déjà répondu. C'est Radit, c'était quand je vois le prix payé pour ces limited, je me demande où il en est niveau renta. Ta réponse c'est fuck de renta. Moi je veux des expériences IRL et c'est ça, ou tu veux encore rajouter quelque chose d'autre? On verra sur le long terme pour la renta. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus sage. Super, Hugo, on est arrivé au bout de cette émission qui est passée vraiment très très vite. Merci pour ton dynamisme, ta passion, vraiment, on la ressent vraiment très très fort. Et je te souhaite vraiment le meilleur dans tous les projets là dans lesquels tu te trouves et que tu ailles le plus loin possible dans ton rêve de travailler dans le foot. Merci beaucoup à toi, merci de me donner la parole comme ça. Merci à Laurent également, la régie. Et ouais, merci énormément pour cette interview, pour ce podcast. C'était très intéressant et très très content toujours de parler de football allemand et de partager ma passion. Encore merci à Hugo et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme toujours, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.